Steve, you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. Faire un enfant avec mon compagnon. Mais en tant qu'homme transgenre, il fallait que j'arrête les hormones, qu'on vérifie avec un gynéco si c'était possible que je porte l'enfant. J'ai fait enlever mon stérilet et je suis tombée enceinte dès la première ovulation. 15 ans d'hormones effacées en un coup de rein. Idriss, 40 ans. Merci d'être venu pour cette rencontre avec Violaine Dutrot. Dans un premier temps, on va présenter les excuses pour Anaïs, Oui. qui malheureusement est malade, je crois d'une grippe. Donc on avait prévu effectivement d'avoir deux des autrices du collectif. Nous n'en aurons qu'une. Voilà. Il se dit que c'est la meilleure, mais elle ne peut pas le dire elle-même. Ça, je laisse en tout cas, voilà. Courir. Sachez que normalement, elles sont deux pour présenter l'ouvrage, dans cette logique évidemment ultra collective pour ce travail-là. Là, en l'occurrence, nous n'avons que Violaine, mais on compte sur vous pour lui faire quand même bon accueil, même si devait être deux. En tout cas, nous, on est très très heureux de recevoir Violaine pour son ouvrage, en tout cas l'ouvrage pour lequel elle a rédigé une partie des textes, Nos enfants nous-mêmes. On a une petite formule un peu étonnante aujourd'hui, et c'est tant mieux d'ailleurs. Tout simplement parce que vous allez voir, on a les Famous, l'association Elles qui vont nous faire des petites lectures d'extraits du livre. Elles ont choisi leurs ouvrages, elles se présenteront tout à l'heure lorsqu'on lancera un petit peu les lectures. Donc sachez que régulièrement, nos propos seront entrecoupés de lectures et d'extraits du livre. Elles nous font ce plaisir et je vous remercie. Et en attendant, on va commencer tout de suite. Merci Violaine d'être là. C'est un ouvrage hautement essentiel. On va se permettre un petit peu de présenter l'ouvrage parce qu'il a une genèse extrêmement intéressante. Il se trouve que on pourrait presque l'appeler une deuxième édition. En tout cas, il y a une histoire intéressante, extrêmement intéressante en tout cas, sur cet ouvrage. Est-ce que tu peux bien aborder la question de Boston? Partons aux États-Unis. Donc, dans les années 70, un collectif constitué de sociologues qui s'est appelé le Collectif pour la santé de Boston, de l'Université de Boston, a démarré une démarche de recueil de paroles pour traiter de l'expérience des femmes, pour la révéler, parce que leurs expériences corporelles multiples étaient étaient peu rendues visibles, peu légitimées comme telles, peu légitimées comme expertise de soi. Il y avait beaucoup de tabous. Et donc, elles ont décidé, alors on était à cette époque, lutte pour la contraception, lutte pour l'avortement, etc. Et donc, elles ont démarré ce recueil de paroles un peu aussi pour mettre en capacité les femmes face au monde médical, qui était quand même très injonctif. Finalement, elles ont sillonné tous les États-Unis et elles ont décidé d'en faire un livre qui est devenu un classique féministe, qui s'appelle donc Notre corps nous-mêmes. Quelques années plus tard, elles se sont dit que ce serait bien de faire la même démarche sur la parentalité. Et donc, le même collectif a mis en place une démarche similaire pour révéler la condition parentale des États-Unis des années 70. Et donc, le livre qui en est sorti a été traduit tel quel en France par Albin Michel en 1980. Et donc on a un exemplaire, alors je ne l'ai pas sur moi, mais quand je suis à Lyon, parce que je viens de Lyon, je l'amène. C'est un ouvrage du coup qui est vraiment situé aux États-Unis, mais traduit en français. Et nous, quand l'ouvrage Notre corps nous-mêmes a été réédité par Hors d'atteinte, qui était une toute jeune maison d'édition, qui est un peu née avec ce livre, en fait, Notre corps nous-mêmes, quand cette maison d'édition a sorti cet ouvrage, franco-français, contexte français des années 2020, du coup, l'une d'entre nous, qui s'appelle Anaïs Lebrun-Berry, qui aurait dû être là ce soir et qui est grippée, eh bien, oui, ce sera effectivement pas mal de le montrer aussi, eh bien, elle s'est dit, il faut absolument qu'on crée un collectif pour faire pareil. Pour sortir nos enfants nous-mêmes dans la continuité de notre corps nous-mêmes. Donc voilà, et après le collectif s'est constitué. Je ne sais pas si ta question allait jusqu'à la constitution du collectif. Alors collectif, oui, en tout cas, objectif du collectif.
votre envie Ouais. dedans, parce que, Et oui. rappelons-le, vous êtes 8 à écrire dedans. Donc- Votre envie, c'est de collecter de la parole, Alors notre envie, comme ça se c'est faisait dans les années 70. c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on s'est posé comme les héritières de cette démarche-là, les héritières du collectif pour la santé de Boston. Donc notre travail, la mission qu'on s'est donnée a été vraiment de poursuivre cette démarche très horizontale et très expérientielle et très émancipatrice de collecte de paroles dans des groupes où même nous on pouvait être incluses en fait. Donc voilà, l'idée c'était de faire un collectif de plus en plus grand. Alors à partir de nous, chronologiquement, mais en réalité on y a accroché énormément de témoignages pour arriver à ces 200 témoignages qui sont dans le livre. Et l'idée c'était de recueillir cette parole pour mettre en capacité les parents de devenir les experts et les expertes de leur parentalité et que la parentalité soit beaucoup moins injonctive et beaucoup plus un savoir construit par l'expérience et grâce au collectif qu'on puisse en faire une ressource, qu'on puisse faire de cette expérience collective plurielle une ressource pour l'ensemble des parents. Parce que vous trouviez qu'il y avait un manque. C'était ça l'idée. Est-ce qu'on se retrouve tout seul face à la parentalité et encore plus la parentalité féministe? Alors, nous, ce qui nous réunit, c'est trois choses. Bon, on est toutes les 8 parents, mères en l'occurrence. On est féministes. On était féministes avant de faire ce livre et avant d'être parents aussi. On était... après, tout le monde ne dira peut-être pas ça dans le collectif, mais moi, je dis qu'on était toutes en colère. Et on avait toutes quelque chose à dire en termes d'indignation, de colère, de vécu, de rancœur, de choses qui n'étaient pas traitées correctement par la société ou qu'on n'arrivait pas à résoudre au niveau individuel. Et donc l'idée de politiser la parentalité était une évidence pour nous. C'est aussi parce qu'on est imprégné aussi de féminisme, mais certaines personnes peuvent avoir décuplé en féminisme, enfin à partir de la parentalité également. Donc, il y a certaines personnes dans le collectif ont beaucoup grandi en féminisme dans le collectif et d'autres ont aussi beaucoup grandi dans la parentalité en féminisme et d'autres avaient déjà tout ça avant. En fait, on a cheminé de façon très différente en féminisme dans le collectif. Voilà. Parce que c'est vrai que toi à l'origine tu es déjà une spécialiste du genre, de l'éducation, Ouais. tu as déjà écrit des ouvrages sur la thématique. Oui, mais c'était après être devenue parent. Moi j'étais quand même très en colère au départ. Moi j'ai été en colère à cause des inégalités professionnelles. Et quand mes enfants étaient socialisés, alors là, là je me suis dit non mais il faut tout refaire, ça marche pas du tout. J'avais l'impression de mettre des mots dans les cahiers toutes les 5 minutes, de passer un temps fou à refuser des cadeaux qui étaient faits à la maison, de critiquer tous les médias culturels auxquels mes enfants étaient exposés, de critiquer les jeux, enfin tout, rien n'allait. Et donc j'ai acquis cette spécialité en reprenant mes études. Donc j'ai changé de vie professionnelle, j'ai repris mes études pour passer un master recherche en droits humains. Donc je suis passée par les questions, par les libertés publiques, le fait que c'est quand même un droit constitutionnel, l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est aussi légitime, c'est quand même notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mot à changer. Et du coup, c'était pour moi une évidence de passer le reste de ma vie à m'occuper de cette question-là. Donc effectivement, j'ai acquis des compétences dans ce domaine pour plutôt d'abord éduquer à l'égalité entre les sexes dès le plus jeune âge. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait casser les institutions. Il y a des choses qui ne vont pas. Je ne peux pas juste former les gens et les personnels de crèche et les profs autour de moi. Ça ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment changer les lois, changer les structures, changer les institutions pour que les générations qui arrivent et nos propres générations se questionnent sur l'éducation reçue et se questionnent sur le système qui fabrique la perpétuation des inégalités et du patriarcat. J'ai dit le mot. Il faut. Voilà. En parlant de mots, tu viens de dire que sur les frontons des mairies, il fallait changer fraternité. Oui. Je crois qu'il y a un autre mot que tu n'aimes pas beaucoup, c'est celui d'égalité. Tout du moins, je préfère celui de parité. Oui, alors En parlant des questions de genre, évidemment. Ouais. Je sais pas, j'ai dit ça quelque part. Dans un ouvrage qui s'appelle
Maternité, paternité, parité. Oui, alors l'idée d'écrire parité, c'était pour indiquer le 50-50, qui est ma revendication dans l'ouvrage, à savoir que les hommes aient le même niveau d'implication parentale institué par le congé de naissance, qui est donc, je le nomme mal du coup, parce que évidemment ça a été repris récemment. Mais le congé donné aux jeunes parents à l'occasion d'une naissance sont particulièrement inégaux. Et en fait, le mot parité vient, je crois, sonner davantage pour montrer le décompte 50-50. Enfin, en tout cas, ce que je voulais y mettre, c'était la volonté que ce soit exactement la même durée, exactement la même durée de retrait du travail, exactement la même durée de disponibilité vis-à-vis de l'enfant, et que donc on légitime, on normalise un investissement équivalent dans la société. On va s'arrêter sur un autre mot, je suis désolé, hein. Le libraire aime bien les mots. C'est celui de mixité, parce que je sais que ça a été un reproche qui a été fait à l'ouvrage, en tout cas c'est une question qui revient très régulièrement. Pourquoi il n'y a pas de ces messieurs dans le collectif? Ils sont pas dans le collectif. Alors, l'histoire du groupe, du collectif, c'est qu'au départ, c'est donc Anaïs qui propose, dans le collectif militant dans lequel elle est, qui s'appelle Parents et Féministes, elle propose une petite note à présenter à l'éditrice, et elle dit je veux constituer un collectif pour proposer à cette éditrice la suite. Et ce collectif était mixte. Donc Parents et Féministes, c'est pas un collectif que de femmes. Et en fait, les premières réunions ont rassemblé des hommes et des femmes, surtout des femmes mais des hommes aussi. Et au fur et à mesure des réunions, plusieurs personnes se sont désistées quand elles ont saisi le travail à fournir, qui allait durer des années, qui allait être très conséquent, qui allait être évidemment bénévole, travail gratuit. Hein. Voilà. Et il s'est trouvé que les quelques hommes qui étaient là ont fait partie, parmi d'autres, puisqu'il y a eu aussi des femmes, ont fait partie des personnes qui se sont désistées à ce moment-là. Ensuite... Est-ce que vous estimez être révélateur de quelque chose? Alors, oui et non. Moi, j'étais plutôt pro-mixité, personnellement, mais en fait, il y a eu plusieurs étapes dans le fait qu'au final, ce soit pas mixte. C'est sûrement révélateur de quelque chose. Mais la question qui s'est posée d'abord, et ça a été vraiment une grande discussion, c'est est-ce qu'on recrute? Et donc, c'est quoi? Quels sont les critères? Quels sont les critères? Quel type d'homme? Voilà. Est-ce que... où on fait un appel, on verra bien, comment... Voilà. Et là, on s'est confronté à... on va mettre de l'énergie à recruter des hommes. Combien? Avec quels critères? Alors, ça commençait à devenir compliqué. Et ensuite, on a eu cette question de la... Je perds un tout petit peu le fil parce que je suis très fatiguée, donc je suis désolée. Non, alors, des sujets abordés, c'est ça, je crois. Ça va aller. Alors, on s'est dit quels critères. Oui, voilà, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. Donc, ensuite, plusieurs personnes du collectif se sont dit... je vais quand même dire à quel point ça me met à l'aise ou pas de créer de la mixité dans ce collectif parce qu'il va durer des années. Et en fait, plusieurs personnes du collectif ont dit aux autres, alors ça va pas être possible pour moi parce que il va falloir régulièrement se poser la question des rapports de pouvoir dans le groupe, qui sont déjà, il y a déjà des rapports de pouvoir forcément entre nous dans un groupe, avec des personnalités, des situations sociales, des rapports à l'écriture, etc. Mais en plus, on va rajouter des rapports de genre, alors que je traite déjà ça au boulot, alors que je traite déjà ça à la maison. Et en fait, certaines personnes ont dit, non. Voilà, je ne mets pas d'énergie pour quelque chose qui va être difficile pour moi, ça va être compliqué, je veux un endroit où au moins il n'y a pas les rapports de genre. Voilà. Donc, du coup, le collectif, un bon collectif féministe s'est rangé du côté des personnes les plus voilà, fallait que ce soit safe, quoi, enfin pour parler le langage, fallait vraiment protéger les personnes qui demandaient
à l'être, en fait, de quelque chose qu'elle voyait comme menaçant, et c'était tout à fait logique de se ranger à ça. Et en fait, après, pour finir, on s'est dit, mais finalement, on n'est que dans la continuité du collectif de Boston, qui était constitué que de femmes, et finalement, ce n'est que le signe que la parentalité n'est pas du tout paritaire. Aujourd'hui, ni égalitaire ni paritaire, pour utiliser les deux mots, et du coup, on est vraiment dans l'expression qui reste quand même quelque chose à faire, en ayant un collectif que de femmes. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, les femmes sont les personnes qui sont encore le plus en première ligne, puisque c'est d'ailleurs ce que dit la loi du congé maternité, la loi des congés inégaux, comme je l'appelle. C'est que les mères sont parents principales et parents principaux, du coup, et les pères parents auxiliaires. Et ça, c'est ça qu'il faut changer. Donc dans 40 ans, il y aura un autre livre, parce que tout aura changé. Et donc ça va nous raconter le monde égalitaire, avec des hommes et des femmes dans le groupe, qui seront mixtes. Qui sera mixte, peut-être. Parfait. Ben justement, ça tombe bien, c'est aussi une des questions. Il y avait besoin d'une mise à jour. Alors oui, parce que déjà le contexte américain et le contexte français ne sont pas forcément les mêmes. Là, on a vraiment fait un travail aussi de recherche juridique, d'état des lieux sur un certain nombre de sujets. On a changé, dans les configurations familiales ne sont plus les mêmes. On a énormément de familles monoparentales, des familles recomposées de plus en plus. Les séparations ont explosé. Et puis on a les familles homoparentales, on a une diversité aussi d'innovation dans la famille, donc avec de la pluriparentalité. On a donc une de nos membres, elle est membre de la PGL, donc l'association des parents gays et lesbiens, et elle a fait découvrir aux autres, voilà, à celles qui n'étaient pas dans ces contextes-là, une diversité de façons de faire famille. Qui est vraiment réfléchi, pensé, préparé par les personnes qui sont homosexuelles dans ce pays, et qui crée énormément de matière en fait dont pourrait s'inspirer, dont s'inspirent heureusement des personnes qui sont dans un schéma hétérosexuel plus classique. Et puis du coup on a voilà, en gros que je peux dire. Non, on a aussi un grand changement médical, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a des changements sur le plan juridique, les recompositions familiales, beaucoup plus de femmes travaillent, donc ça joue sur les schémas familiaux, bien sûr. La durée de vie a augmenté, donc caser un amour unique sur le modèle romantique tout au long de la vie, c'est quand même assez ambitieux. C'est vrai, enfin, dans les faits, c'est ce qui se passe. Enfin, ça reste un projet ambitieux, et on a aussi énormément d'avancées du point de vue médical, et on a forcément des possibilités on a aussi, par exemple, beaucoup légiféré sur l'adoption. Il y avait des choses beaucoup plus intuitive et un petit peu pas très réglementée qui se passait jusque-là. Et dans ces 40 ou je ne sais plus combien d'années, là je ne vais pas être spécialiste de ça, mais enfin en tout cas il y a eu beaucoup de progrès pour encadrer des démarches qui n'étaient pas jusque-là. Je ne voulais pas être mère, pas entendre parler d'enfants, de fœtus, de grossesse. Le père n'était pas au courant du fait que j'étais enceinte. Ne l'a jamais été. Ma première rencontre de terrain avec le féminisme, elle est là, dans ce test de grossesse positif que tu regardes au-dessus des toilettes et qui fait défiler toute ta vie, qui ouvre un abîme. Dans cet avortement que tu vis, malgré toi. Dans la rencontre avec la foutue psychologue, condescendante et blasée, qui fait les entretiens obligatoires. Dans la rencontre avec le médecin homme, échographe, qui te jette toute sa violence à la figure pour te dire de bien réfléchir la prochaine fois. Dans la salle commune où tu avortes à 10 filles, simplement séparées par un rideau, la plus jeune, mineure, juste à côté de toi. Toute cette inhumanité t'enrage, s'immisce en toi, ne te lâche jamais, parce que c'est une profonde injustice,
une profonde douleur que nous seules, femmes, vivons. Parce qu'on le vit seul, la plupart du temps aussi. Esther, 39 ans. On a vraiment construit le livre à partir de la matière qu'on a récoltée. Donc, et d'ailleurs, le sommaire là est très différent de notre premier sommaire. Parce qu'on a fait, d'abord on avait 10 parties. Voilà. Et du coup, oui, le sommaire est vraiment issu de notre analyse. Donc on a énormément de matériaux, on a beaucoup de pages d'entretien, de groupes de parole, etc. Et on a fait du surlignage, de la sélection, de la thématisation, on a regroupé les thèmes, etc. On a fait une première structuration lourde et on s'est dit après, on va tout reprendre en se disant est-ce qu'on peut tout politiser sur le plan féministe? Et à partir de là, on s'est rendu compte que c'était bancal. Il manquait des choses, il y a des choses qui étaient difficilement politisables de cette façon-là, dans un ouvrage où on traite quand même, on n'a pas un livre sur chaque sujet non plus. Donc on a fait des choix, et notre éditrice faisait que nous dire, faut faire des choix, vous ne traiterez pas tout, faut faire des choix, faut savoir enlever. Mais Et alors, elle a eu raison. Est-ce que ça génère des regrets, ou de la frustration? Parce qu'on imagine que tous ces témoignages, c'est fort, puis ensuite le structurer, puis abandonner des parties ou des... Alors, je sais pas si on a toutes les mêmes frustrations, mais par exemple, moi j'aurais vraiment aimé qu'on travaille ensemble sur le numérique, qui est quand même, l'une des choses qui a complètement changé, c'est Internet. Non, mais c'est énormissime ce qui s'est passé. Déjà entre ma plus grande, ma grande elle a 24 ans et la dernière elle a 17 ans, presque, que je ne trahisse pas son âge, et bien déjà je trouve qu'il s'est tout passé en 7 ans, presque. Enfin c'est incroyable. Mais entre les générations là, de petites personnes d'aujourd'hui et ma génération, mais c'est même pas la peine. Enfin c'est pas du tout le même monde. Et donc j'aurais aimé qu'on travaille cette question-là avec une approche féministe et plus conséquente. Et en fait, parce que je trouve que c'est une révolution tellement forte qu'il faut la politiser vraiment. Avec tout... Mais en fait, il aurait fallu écrire un livre entier. C'est un livre. Okay, ouais. Voilà. Donc du coup, on a choisi que le harcèlement en ligne, donner montrer des aspects un peu sur la violence dans le... et puis sur les normes de genre qui étaient très diffusées par ces modes-là, mais voilà. Quand, vers la trentaine, mes amies ont toutes semblé avoir un désir de maternité qui les prenait au ventre, qu'elles soient en couple ou non, pour moi ça n'avait rien d'évident. Quand on me posait la question, je me contentais généralement de répondre que ce désir se construirait à deux quand j'aurais rencontré un homme qui me donnerait envie d'en avoir. Je n'ai jamais rencontré ce dernier. Et si la question du couple se pose encore à moi comme un défi, je ne regrette pas de ne pas avoir eu d'enfant. Anaëlle, 42 ans. En fait, on a consacré une partie entière au choix. Donc c'est souvent étonnant pour les personnes qui lisent. D'abord, c'est de la parentalité, puis en fait, la parentalité arrive à la 3e partie. Mais effectivement, la question du choix, c'est majeur. Et c'est très varié, les problématiques qui traversent les couples, les familles ou les personnes seules. Et en fait, c'est un livre qui commence par la contraception et qui se termine par le militantisme. Donc, parce que effectivement, la contraception, c'est le début de sa vie sexuelle, mais ça peut même être le début de sa vie hormonale, parce qu'on peut aussi être régulé pour des questions de peau ou pour des questions de règles compliquées. En fait, on peut se retrouver à prendre la pilule. Voilà, beaucoup de filles vivent ça. Et du coup, se retrouvent contraceptées sans même avoir un projet d'enfant, de ne pas avoir d'enfant plutôt. Et puis, en fait, la contraception, c'est un thème très important. L'IVG est encore tabou. La contraception masculine a très peu
de prise pour l'instant, même si un très bon ouvrage l'année dernière ou l'année d'avant d'ailleurs, Les Contraceptés a bien marché. Et, donc, et puis le nombre de vasectomies augmente dans ce pays de façon très importante. Mais malgré tout, ça reste une charge féminine pour l'instant. Et une préoccupation qui a très peu traversé l'esprit de beaucoup d'hommes. Il y a c'est une petite anecdote, mais il y a une co-autrice qui a transféré sur un quai de gare le livre au fils d'amis de ses parents qui a son âge. Et il a commencé à lire dans le train, il a envoyé un SMS, donc il ne s'était pas vu depuis une vingtaine d'années, il a lu et il a dit je viens de me rendre compte que je ne me suis jamais préoccupée de contraception. Voilà, donc il a une petite quarantaine d'années. Et de sa vie, il ne s'est pas posé de questions sur le sujet. Donc elle m'a dit, bah voilà, si j'arrive à faire bouger un homme, rien que parce que j'ai travaillé sur ce livre, je suis trop contente. Mais c'est vrai que donc c'est très important. Ça comment dire, ça imprègne presque toutes les femmes en fait. Dès qu'on a une vie sexuelle, c'est évidemment très important. On n'est pas toutes pareilles du tout. Et donc on ne reçoit pas les choses de la même façon. Bon, l'IVG évidemment, alors là les récits sont pluriels et ça peut être, on va dire, peut-être pas une formalité, mais ça peut être quelque chose de... Une nous dit que c'était doux parce qu'elle était bien entourée et que c'était une bonne décision à ce moment-là. Et après, elle a fait des enfants avec ce même homme. Mais ils n'étaient pas prêts pour l'instant, par exemple. Donc ça, c'était une belle histoire parce qu'en fait, ils ont continué ensemble. C'est arrivé trop tôt et en fait, tout s'est très bien organisé et finalement, elle en garde un souvenir plutôt apaisé. Et puis, pour d'autres, c'est très très difficile, même si la loi est là, en fait, ça n'a rien à voir avec le vécu, que la loi soit là, quoi. Donc oui, et puis après, il y a dans cette partie aussi le projet, comment le désir d'enfant naît et conscientisé. On a cette grande diversité dans la façon de prendre les décisions, puisqu'on a des personnes qui font des enfants parce qu'on fait des enfants. Et donc on ne se pose pas de questions sur est-ce que je veux des enfants. C'est une évidence qu'on fera des enfants. Si on est en couple, on fait des enfants. Ou moi, en tant que femme, je ferai des enfants. Et puis quelquefois, ça ne marche pas. Et alors là, c'est le drame. Parce qu'on s'est construit avec cette idée que de toute façon, on aurait des enfants. Donc du coup, on se retrouve en écart total entre quelque chose qui nous a semblé complètement évident et une réalité tout autre. Et puis, il y a toutes ces personnes qui se posent la question vraiment est-ce que ce monde peut... Est-ce que je saurais faire? Est-ce que c'est l'enfant à tout prix? Est-ce qu'il faut absolument le faire à deux? Est-ce que j'ai rencontré la bonne personne? Enfin là, c'est vertigineux. Quand on commence à se poser des questions, en fait, effectivement, est-ce que toutes les conditions sont réunies? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir assez de moyens financiers? Enfin bon, je fais une liste qui peut être interminable, évidemment. Et du coup, c'est très intéressant de faire cohabiter tous ces témoignages aussi pour à la fois légitimer et questionner tous les positionnements qu'on peut avoir à cette période-là. Puis après, il y a la projection, c'est-à-dire comment je m'imagine parent, donc comment je peux me figurer, passer de l'état d'enfant à l'état de parent, parce que c'est ça, c'est une transition absolument, je vais encore dire vertigineuse, mais en tout cas, c'est une transition très, très forte. C'est un changement de place de devenir parent qui questionne beaucoup la façon dont on a été enfant. Certaines personnes le disent que ça a été un cataclysme dans la relation dans leur relation à leurs propres parents, par exemple. Et le jour où alors soit l'enfant était déjà là, soit avant, au moment de penser la parentalité ou le projet, ou bien au moment je suis enceinte, et là je me dis mais en fait j'ai plein de choses à régler avant.
Donc c'est aussi un moment très fort en termes d'identité, puisqu'on fait un mouvement très important vers une autre identité. Donc, et ça, c'est plus ou moins projeté dans l'esprit des personnes. Il y avait une volonté de lutter contre les schémas avec cet ouvrage-là? Parce que là, finalement, on aborde la question effectivement de la parentalité, et typiquement cette question de on doit faire des enfants, cette espèce de pression derrière et ce schéma qui se répète. Il y avait cette envie de montrer ce pluralisme. Je crois que c'est... Peut-être qu'on ne l'avait pas formulé au départ, mais je pense que c'est ce qu'on a fait au final. C'est-à-dire qu'en fait, on a montré... en fait, on a présenté une très grande diversité de vécus de façon à interroger tout ce qui pouvait faire schéma, en fait, et tout ce qui pouvait être de l'ordre de la reproduction non questionnée. Et donc, l'idée, c'est aussi de montrer, comme Bellux le dit dans De la marge au centre, par exemple, que les marges aident le centre à bouger. Donc, en fait, la norme est questionnée grâce à... toutes ces autres possibilités humaines qui ne sont investies que par des faibles parties de la population, mais qui nourrissent aussi le centre, j'ai envie de dire le ventre mou, mais vraiment ce centre qui reproduit des choses et qui est très important en masse, mais qui bougera grâce à un regard éclairant, en fait, et sur l'ensemble des autres possibilités humaines. Et donc, nous, on a eu à cœur je crois, effectivement, de faire bouger les schémas, quels que soient ces schémas-là. De tout questionner, en tout cas, pour légitimer d'autres façons de penser que la sienne. Voilà, et montrer que on peut à tout moment se questionner sur l'éducation qu'on a reçue, ses propres croyances, ses propres choix, et aussi ne plus être dans le jugement, mais être dans l'accueil d'autres possibilités de pensée, et du coup faire bouger notre propre pensée, nos propres certitudes, et aussi pouvoir réparer des choses. Parce que je parlais tout à l'heure des personnes, par exemple, qui sont dans un schéma, il faut absolument que j'ai des enfants. Bah, si ça n'arrive pas, mais c'est un drame, c'est très difficile. Et donc il y a une possibilité aussi de réparation de ce qu'on a, enfin de la blessure qu'on a parce qu'on a cru quelque chose qui c'était très important à un moment, dans le fait de penser, par exemple, je pense au développement des amitiés. Aujourd'hui, on a dans notre société, on a une valeur très importante sur le couple qui est accordée au couple normalement amoureux, pour la vie, et le couple, hein, le couple c'est très important. Qui va avec la conjugalité, etc. Enfin, tout ce que Monique Wittig dénonce comme étant le régime hétérosexuel. Mais en fait, quand on ne trouve pas sa supposée âme sœur, etc. Enfin, quand on n'est pas dans c'est ce que dit très bien une des personnes dont vous avez lu le témoignage. Elle dit, je n'ai pas trouvé cet homme-là, voilà, et donc elle est dans un renoncement, mais apaisé. Et finalement, elle est dans un renoncement à finalement rien du tout en y réfléchissant, parce qu'elle ne regrette pas du tout. Au final, ça ne s'est pas présenté, voilà. Eh bien, c'est aussi important de se dire qu'on peut vivre en dehors de cette injonction, en fait, à faire couple, amoureux, avec des enfants pour la vie. Ben non, en fait, on peut aussi vivre d'une autre façon, développer ses amitiés, créer une communauté humaine avec d'autres critères et d'autres façons de faire et œuvrer à ce que ce soit aussi légitime que le reste, ce qui est loin d'être le cas. Nous avons certainement évité des questions autour du deuil de l'enfant naturel, de la filiation. Nous avons pu nous concentrer sur ce que c'est, être parent d'un enfant adopté. Nous avons vécu ce parcours comme des montagnes russes émotionnelles, avec des phases d'espoir et des phases de désespoir, d'autres où nous oublions totalement que nous étions en parcours d'adoption. Bien sûr, c'était pour nous protéger parce que ça a été un yo-yo émotionnel pendant 6 ans et que nous nous sommes sentis très seuls. Nous avions très peu d'autres couples avec qui échanger. C'est moins vrai aujourd'hui, l'adoption se popularise, les suivis sont meilleurs, il y a plus de possibilités d'échanger avec des pères. Julien, 41 ans. Comment on gère l'émotion? Parce que moi je suis profondément ému à la lecture, je vous le sens, je vous sentais aussi. Ah bah moi j'ai failli pleurer parce que en général je pleure dans les rencontres.
La question c'est comment vous 8 dans le collectif, vous avez pu faire 200 entretiens comme ça en tête à tête, les yeux dans les yeux, et avoir toutes ces histoires. Parce que là, finalement, elles sont acceptables, mais tout au long de l'ouvrage, il y a aussi des parcours qui sont beaucoup plus complexes. Alors oui, en fait c'est finalement très épuré là. C'est-à-dire qu'on a un petit extrait, alors qu'il y avait potentiellement 1h30 de dépôt de parole. Si c'était un entretien, ça pouvait aller jusque-là. Les groupes de parole, c'est aussi assez chargé, puisque chaque personne pose son récit dans un temps limité, mais voilà, à la file, sans être interrompue, etc. Et donc l'émotion peut être assez forte, on peut s'identifier, etc. Comment on a fait? Ben, comme avec sa bonne copine, quoi. J'ai envie de dire. C'est-à-dire que, ben oui, c'est-à-dire que en fait, on a fait, oui, comme on fait d'habitude. J'entendais parler que vous aviez sans doute une différence extrêmement forte par rapport à un sociologue qui va être très distant, qui va Non, pas c'était prendre pas un ça. thé et à coller. D'abord, on avait, je dis quelque chose d'assez, en fait, c'est un peu faux ce que je dis, c'est-à-dire on n'a pas fait comme d'habitude parce que là, on avait quand même des règles, des règles dans le recueil de paroles. Donc on avait des postures qui étaient quand même travaillées, évidemment. Mais on n'a pas eu une posture de psy, on n'a pas eu une posture de sociologue. Effectivement, on avait des règles d'accueil et de recadrage et de souplesse qui permettaient d'accueillir le mieux possible ce qui arrivait. Quelquefois, des personnes ont préféré déposer seules plutôt qu'en groupe. Donc on avait aussi cette règle de toujours trouver un moment, la personne qui était la plus à même à ce moment-là d'accueillir. Voilà, ça pouvait être des choses un peu chargées effectivement, mais on a essayé de faire ça le plus humainement possible, mais aussi en tant que parent, c'est-à-dire que vraiment on ne s'est pas posé en professionnel de quoi que ce soit. Ce petit être tout moche, tout bleu, parce qu'il avait le cordon autour du cou, on aurait dit un monstre. La sage-femme nous a tout de suite considérés tous les trois, ma compagne, le bébé et moi, et m'a complètement incluse alors que j'avais l'impression qu'il fallait les laisser tous les deux. J'ai habillé notre fils. Je l'ai eu entre les mains. C'est lors de cette naissance que j'ai senti une connexion et que je me suis vraiment sentie mère et parent. Bertille, 45 ans. You don't know what we have. You don't know what we have.